Parfois, le football ne se joue pas seulement sur la pelouse. Parfois, il se joue dans les bureaux, dans les règlements, dans les dossiers administratifs. Et aujourd'hui, c'est exactement là que se trouve la RDC, au cœur d'une polémique née après son affrontement face au Nigeria dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La question est simple, mais explosive. La RDC a-t-elle fraudé? A-t-elle aligné des joueurs inéligibles, comme l'affirment certains médias et supporters nigérians? Ou bien assiste-t, on a une tentative de renverser un résultat sportif qui, sur le terrain, a été douloureux à accepter? Restez bien jusqu'au bout, parce qu'ici, on ne crie pas. On analyse, on explique. Et surtout, on sépare l'émotion des faits. Avant d'entrer dans le cœur du dossier, rappelons une chose essentielle. Ce genre de situation n'est pas nouveau dans le football africain. Le Nigeria lui-même, par le passé, a déjà déposé des plaintes contre d'autres sélections. On se souvient notamment du cas de l'Afrique du Sud, accusé d'avoir aligné un joueur suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Résultat, sanctions, retrait de points et un groupe complètement bouleversé. Autrement dit, le Nigeria connaît parfaitement les rouages administratifs de la FIFA, et c'est précisément pour cela que cette nouvelle plainte mérite d'être analysée avec calme, méthode et précision. Mais revenons au match. Sportivement parlant, la rencontre entre la RDC et le Nigeria a laissé une impression très claire chez beaucoup d'observateurs. Les Léopards ont répondu présent. Intensité, organisation, agressivité positive, volonté collective. En face, le Nigeria a semblé en difficulté, loin de l'équipe dominante qu'on a connue par le passé. Hypothèse, données non chiffrées, mais ressenties largement partagées par les analystes. Et c'est là que le contexte devient important. Quand une grande nation du football africain traverse une période compliquée, les frustrations s'accumulent. Les résultats déçoivent, les attentes sont élevées, la pression est énorme, et parfois, la défaite devient difficile à accepter. C'est dans ce climat que surgit la plainte. La RDC aurait aligné des joueurs non éligibles. 3 noms reviennent immédiatement dans les accusations. Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku. Le reproche formulé est clair, ces joueurs posséderaient une double nationalité, ce qui poserait problème au regard de la législation congolaise qui ne reconnaît pas officiellement la double nationalité. Mais ici, une première confusion majeure apparaît, et elle est au cœur de tout le débat. La FIFA ne parle pas de nationalité juridique, elle parle de nationalité sportive. C'est une différence fondamentale que beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux oublient complètement. Un joueur peut être juridiquement citoyen d'un pays tout en représentant sportivement un autre, à condition de respecter les règles de changement d'association fixées par la FIFA. Ces règles sont strictes. Elles impliquent une demande officielle de la fédération concernée, l'accord de la fédération précédente, une validation finale de la FIFA après vérification du dossier. Ce processus prend du temps. Il inclut des échanges administratifs, des contrôles, parfois des délais qui empêchent un joueur de participer immédiatement à certaines rencontres. La RDC en a d'ailleurs fait l'expérience récemment avec des joueurs qui n'ont pas pu être alignés tant que la réponse officielle n'était pas arrivée. Et c'est là un point clé, aucun de ces joueurs n'a été aligné sans validation préalable de la FIFA. Leur nom figurait sur les plateformes officielles comme étant éligibles à représenter la RDC dans les compétitions internationales. Alors posons la question calmement. Si la FIFA a validé ces changements de nationalité sportive, qui est réellement accusé aujourd'hui? La RDC ou bien la FIFA elle-même, supposée avoir mal fait son travail? Dans la suite, on va entrer plus en profondeur dans les mécanismes exacts du règlement FIFA, démonter les erreurs fréquentes dans cette affaire et surtout répondre à la grande question que tout le monde se pose. Quels sont les risques réels pour la RDC? Maintenant, on va voir pourquoi cette plainte a très peu de chances d'aboutir et ce que les supporters congolais doivent réellement surveiller dans les jours à venir. Si cette analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on débat avec des faits, pas avec des rumeurs. Et surtout, on vous aide à comprendre le football au-delà du score. Dans la suite, on entre dans le règlement ligne par ligne. Alors passons maintenant au cœur du dossier. Pas aux émotions, pas aux rivalités, aux règles, aux textes, aux mécanismes réels du football international. Parce que si on veut répondre honnêtement à la question « la RDC est-elle coupable ?», il faut comprendre comment la FIFA définit l'éligibilité d'un joueur. Et surtout, pourquoi beaucoup de débats actuels partent sur une mauvaise piste. La première erreur fréquente, c'est de mélanger nationalité juridique et nationalité sportive. C'est un peu comme confondre le maillot d'entraînement et le maillot de match. Ils se ressemblent, mais ils n'ont pas la même fonction. Pour la FIFA, ce qui compte, ce n'est pas ce que dit la loi d'un État sur la double nationalité. Ce qui compte, c'est à quelle association un joueur est rattaché sportivement
s'il a déjà joué des matchs officiels A et si les conditions de changement ont été respectées. Un joueur peut donc être juridiquement britannique, français ou belge et représenter sportivement la RDC tant que la procédure est validée. Et cette procédure, elle est lourde. Elle n'est pas improvisée. Concrètement, comment ça se passe? La fédération congolaise, FECOFA, envoie une demande officielle à la FIFA. La FIFA contacte ensuite l'ancienne fédération du joueur Angleterre, France, Belgique, peu importe. Cette fédération doit confirmer que le joueur n'est plus bloqué sportivement, qu'il n'y a aucun litige en cours, qu'il n'a pas joué de match officiel A irréversible. Ensuite seulement, la FIFA analyse le dossier. Et tant que la réponse finale n'est pas donnée, le joueur ne peut pas être aligné. C'est exactement ce qui s'est passé récemment avec plusieurs joueurs congolais. Certains n'ont pas pu jouer des matchs importants parce que la validation n'était pas encore arrivée. Ce détail est capital parce qu'il prouve une chose, la FIFA ne valide pas à la légère. Donc quand on entend dire que Wan-Bissaka, Tuanzebe ou Masuaku auraient été alignés sans vérification, ça ne tient pas face à la réalité du processus. Deuxième erreur fréquente, croire qu'un passeport serait automatiquement frauduleux parce que la RDC ne reconnaît pas la double nationalité. Mais là encore, on mélange deux niveaux différents. La FIFA ne juge pas la constitution d'un pays, elle juge l'éligibilité sportive. Si un joueur présente un passeport officiel délivré par un État, une validation de changement d'association et une confirmation de la FIFA, alors sportivement, il est éligible. Point. Si on commence à dire que ces passeports sont frauduleux, alors ce n'est plus seulement la RDC qui est accusée. C'est le gouvernement qui délivre les documents, la fédération qui les transmet et la FIFA qui les accepte. C'est pour cela que ce type de plainte est extrêmement délicat, parce qu'en réalité, elle remet en cause tout le système de contrôle international. Troisième point important, le nombre de joueurs concernés. On parle parfois de 8, 9, voire 10 joueurs. Mais dans les faits, les accusations médiatiques se concentrent surtout sur 3 noms connus. Pourquoi? Parce qu'ils jouent dans de grands clubs, parce qu'ils sont médiatisés, parce qu'ils symbolisent cette nouvelle génération binationale. Mais le phénomène n'est pas propre à la RDC. Le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, le Ghana, toutes ces sélections utilisent des joueurs formés en Europe. Et toutes passent par les mêmes procédures FIFA. Ce n'est pas une exception congolaise, c'est le football moderne. Maintenant, posons la vraie question. Qu'est-ce que le Nigeria espère réellement obtenir? Dans le meilleur des cas pour eux, ils espèrent une sanction administrative, mais pour qu'une sanction tombe, il faudrait prouver que la FIFA n'a pas validé les joueurs, ou que de faux documents ont été transmis, ou qu'un joueur était suspendu ou bloqué sportivement. Or, à l'heure actuelle, aucun de ces éléments n'est établi publiquement. Hypothèse, données juridiques non communiquées officiellement par la FIFA. C'est pour cela que beaucoup d'analystes estiment que cette plainte ressemble davantage à une tentative de renversement administratif qu'à un véritable scandale réglementaire. Dans la suite, on va voir ce que la FIFA regarde vraiment en priorité dans ce genre de dossier, quels sont les scénarios possibles et surtout comment les supporters peuvent reconnaître très tôt si une plainte est sérieuse ou vouée à l'échec. Maintenant, on va entrer dans la lecture pratique du dossier comme le ferait un analyste ou un juriste du football. Dans la suite, on va se mettre dans la peau de la FIFA. Pas dans celle d'un supporter, pas dans celle d'un pays, mais dans celle d'une instance qui doit juger froidement, dossier contre dossier. Quand une plainte comme celle-ci arrive sur la table, la FIFA ne regarde pas les réseaux sociaux, elle ne regarde pas les débats télévisés, elle ouvre un fichier. Et elle suit toujours la même logique. Première chose analysée, l'existence d'une validation officielle. La question est simple. Au moment du match, ces joueurs étaient-ils enregistrés comme éligibles dans le système FIFA ? Si la réponse est oui, et tout indique que c'est le cas, alors le dossier commence déjà très mal pour le plaignant. Parce que dans l'histoire du football international, les sanctions les plus lourdes tombent presque toujours quand un joueur n'a jamais été validé ou a joué avant la confirmation écrite ou était sous suspension. Ici, on n'est dans aucun de ces cas. Deuxième point scruté par la FIFA, la procédure de changement d'association. Est-ce que la FECOFA a respecté les étapes? Est-ce que les anciennes fédérations ont donné leur accord? Est-ce que la FIFA a émis une confirmation claire? Et là, il y a un détail que beaucoup oublient. Ces confirmations existent. Les joueurs concernés apparaissent dans les bases officielles comme autorisés à représenter la RDC. Ce n'est pas un tweet. Ce n'est pas une rumeur. C'est administratif. Troisième élément fondamental, la responsabilité. Dans le droit sportif international, un principe est clair. Lorsqu'une fédération aligne un joueur après validation de la FIFA, elle agit de bonne foi.
Si erreur, il y a hypothèse purement théorique ici, elle engagerait d'abord la responsabilité de l'instance qui a validé. C'est pour cela que les dossiers d'inéligibilité sont extrêmement rares quand la FIFA a donné son feu vert en amont. Le système est justement conçu pour éviter ce type de chaos. Maintenant, parlons des scénarios possibles, de façon réaliste. Premier scénario, la FIFA classe le dossier sans suite. C'est le cas le plus fréquent quand aucune irrégularité formelle n'est constatée, pas de sanctions, pas de retrait de points, et le sujet disparaît progressivement de l'actualité. Deuxième scénario, demande d'informations complémentaires. La FIFA peut demander des documents supplémentaires à la FECOFA simplement pour verrouiller le dossier. Cela ne veut pas dire qu'il y a faute. Cela veut dire qu'elle vérifie, comme elle le fait toujours dans des cas médiatisés. Troisième scénario le plus extrême, découverte d'une fraude documentaire. Mais soyons clairs, ce scénario suppose des preuves lourdes, concrètes, irréfutables. Et à ce stade, rien de tel n'a été rendu public. C'est pour cela que, quand on observe froidement la situation, on comprend une chose. Le risque réel pour la RDC est faible tant que la validation FIFA est confirmée. Alors pourquoi cette affaire prend-elle autant de place sur les réseaux? Parce qu'il y a aussi une dimension psychologique. Quand une grande sélection traverse une période compliquée, elle cherche des repères, des explications, parfois des responsables extérieurs. C'est humain, mais ce n'est pas juridique. Un ancien entraîneur africain me disait un jour, « Quand tu perds sur le terrain, tu regardes le classement. Quand tu perds dans ta tête, tu regardes les règlements. » Cette phrase résume assez bien l'ambiance actuelle. Maintenant, pour les supporters congolais, la question n'est pas de se disperser. La question est, où mettre l'attention? Ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, ce sont des signaux simples. Une communication officielle de la FIFA, une demande formelle adressée à la FECOFA ou une notification visible dans les bases d'éligibilité. Tout le reste, ce sont des commentaires, des spéculations, des débats émotionnels. Dans la suite, on va répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi ce genre de plainte revient souvent contre les équipes africaines en progression? Comment reconnaître une vraie affaire d'une simple tentative de pression? Et surtout, comment la RDC peut transformer cette polémique en force collective à l'approche des grandes compétitions? Maintenant, on va voir ce que cette affaire révèle du football africain d'aujourd'hui et pourquoi elle dépasse largement le simple cas RDC-Nigeria. Alors maintenant, prenons un peu de hauteur, parce que cette affaire RDC-Nigeria ne parle pas seulement d'un match, ni même d'un règlement. Elle parle de la place que certaines sélections africaines sont en train de prendre. Quand une équipe progresse, quand elle se structure, quand elle attire des joueurs formés en Europe, elle change de statut. Elle n'est plus perçue comme un outsider sympathique. Elle devient un concurrent sérieux. Et à ce moment-là, chaque détail compte, chaque faux pas est scruté, chaque dossier est utilisé. C'est un peu comme une équipe qui commence à jouer le haut du tableau, soudain on ne lui pardonne plus rien. La RDC est exactement dans cette phase. Une génération qui arrive à maturité, des joueurs expérimentés, habitués au grand championnat. Un collectif qui gagne en confiance. Et forcément, ça dérange. Mais attention, dire cela ne veut pas dire que toute plainte est forcément illégitime. Le football a besoin de règles et les règles doivent être respectées. La vraie question, c'est où sont les faits? À ce jour, ce qu'on sait, c'est ceci. Les joueurs cités disposent de passeports officiels, les changements de nationalité sportive ont été validés par la FIFA, aucun document frauduleux n'a été publiquement établi, aucune suspension ni interdiction n'a été notifiée. Donc répondre à la question posée au début de cette vidéo devient plus clair. La RDC est-elle coupable? Sur la base des éléments disponibles aujourd'hui, non. Pas à 100%, pas à 50%, pas même à 10%. Zéro culpabilité démontrée à ce stade. Cela ne veut pas dire que la FIFA ne va rien faire. Elle peut vérifier, demander, confirmer, c'est normal. Mais vérifier ne veut pas dire sanctionner. Et c'est là qu'il faut être intelligent en tant que supporter. Ne pas tomber dans l'excès, ne pas insulter, ne pas répondre à la provocation par la haine. Le football reste un sport où l'incertitude fait partie du jeu, où un dossier administratif ne remplacera jamais 90 minutes sur le terrain. Maintenant, parlons concret. Comment suivre la suite de cette affaire sans se laisser manipuler? Voici quelques signaux simples. Si la FIFA communique officiellement, c'est sérieux. Si seuls des comptes Twitter ou Facebook parlent prudence, si aucune notification n'apparaît dans les bases FIFA, rien n'a changé. Côté terrain, le plus important reste ailleurs. La CAN approche. Les Léopards ont des échéances majeures. Et les joueurs cités dans cette polémique seront bel et bien là, sauf décision officielle contraire. Un dernier point important, presque un avertissement, pas de haine, pas de discours violents, pas de complotisme. Le football africain a trop souffert de divisions inutiles.
Soutenir son équipe, ce n'est pas attaquer les autres peuples, c'est croire en son projet, respecter le jeu et attendre les décisions officielles. Et surtout, souvenez-vous d'une chose, aucune équipe ne gagne un dossier FIFA avec des émotions. On les gagne avec des documents. Pour l'instant, les documents sont du côté de la RDC. Si cette analyse vous a aidé à comprendre la situation, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, partagez votre avis calmement en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de cette affaire, sans insultes, sans excès. Et dans la prochaine vidéo, on analysera le vrai potentiel de la RDC à la CAN, tactiquement, mentalement, match après match. Restez connectés. Le débat continue.